Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. On va débuter le webinaire dans quelques instants. Entre-temps, si vous voulez nous dire de où vous vous connectez et si c'est une belle journée ici à Laval, parce qu'on est à Laval, il y a du soleil. Je ne sais pas si on va avoir des nuages tantôt, là, mais pour l'instant, on a du soleil. Fait que, merci Steve. C'est bon, hein, Sherbrooke, il y a du soleil, merci. Au soleil aussi à Québec. C'est le fun. C'est le fun de voir le soleil. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis ça fait du bien. Dans la con, bienvenue Marie-Josée. On va donner juste un autre petit instant pour que tout le monde se connecte. On a plusieurs personnes aujourd'hui, fait que, on commence dans quelques instants. Christine, Victoriaville. C'est le fun, c'est juste soleil. Yay! Un peu tanné de la neige, ouais. Encore de la slush, bon. Il pleut. Bon, on est dans le nord un Oh peu. non. Ouais, c'est le fun. Bon, c'est pas le fun, hein, mais on reste positif. OK, je pense qu'on va débuter. Il y a quand même du monde qui rentre encore. Bienvenue. Bon, on va débuter. Fait que merci encore de vous avoir joint à nous pour notre webinaire Microage parle technologie. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre série de webinaires sur l'IA avec une présentation axée sur la préparation à l'intelligence artificielle et ce que cela implique. Donc, mon nom est Maria Fiori, je suis directeur des opérations chez Microage et je suis accompagnée par mon complice, Sergio Lima, directeur succès à la clientèle. Bienvenue, Sergio. Bonjour à tout le monde. Donc, avant de commencer, on va juste passer quelques petites notes. Tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond. Nous encourageons les questions. Il suffit d'utiliser la section questions et réponses pour les demander. L'interactivité entre vous et nous, ainsi que entre vous tous, est essentielle pour le succès du webinaire. Fait que n'hésitez pas à utiliser le chat ou le clavardage pour partager vos commentaires tout au long du webinaire. Ce webinaire est enregistré. Le lien vers l'enregistrement vous sera envoyé dans les prochaines 24 heures, si tout va bien. Dans le même courriel, vous recevrez aussi un lien pour télécharger le livre électronique que nous avons créé pour vous. Et nous vous encourageons à profiter de ces ressources et de partager les liens avec des collègues qui pourraient peut-être en bénéficier. Dernièrement, à la fin du webinaire, on va partager dans le chat un lien vers un court sondage pour recueillir vos impressions. Prenez une petite minute pour nous donner votre avis. Ça nous aide à améliorer les prochains webinaires et justement les webinaires, la série de webinaires sur les IA, c'est venu de vos commentaires et ce que vous voulez voir avec nos webinaires. Fait que merci beaucoup. Avant de passer à la présentation, je vais prendre un moment pour présenter qui est Microage. Donc, nous sommes un fournisseur canadien de services technologiques avec 41 succursales à travers le Canada. Cette année, nous célébrons fièrement notre 45e anniversaire, 45 ans à offrir des services et des solutions TI à nos clients. Nous avons toujours cru à l'importance de bâtir de véritables partenariats avec nos clients. Cette approche nous permet de vous aider à atteindre vos objectifs en comprenant votre organisation, vos opérations, les clients que vous servez, la façon dont vos équipes travaillent, vos défis, vos opportunités, vos plans d'avenir. Cette compréhension approfondie
de votre réalité nous permet de recommander et de fournir des services, des solutions TI qui vous aident concrètement à atteindre vos objectifs. Bref, c'est qui nous sommes et la façon dont nous travaillons avec nos clients. Avec ça, je vais passer la parole à Sergio. Bonjour Maria. Merci Maria et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on a pas mal d'items à passer à travers au niveau de l'ordre du jour. Puis il y a beaucoup de contenu. On va essayer de le garder toujours à l'intérieur d'une heure. Sinon, ben, tout ce qu'on va voir ici, évidemment, on va le voir dans le livre électronique pour vous aider. Donc, on va passer à travers, on va faire un petit sondage. J'aimerais savoir où est-ce que vous êtes rendu au niveau de la préparation vers l'IA. Vous donnez une différence au niveau de qu'est-ce que ça veut dire d'être prête pour l'IA versus une adoption IA, donc préparation versus adoption, que les gens commencent à l'utiliser. On a quelques listes au niveau de l'auto-évaluation. On est curieux de voir où est-ce que vous êtes rendu. Ensuite, on vous explique le modèle de maturité que nous, on se base pour nos clients quand on a des conversations et qui nous donne vraiment une guide sur qu'est-ce qu'il faut adresser pour être prête pour l'IA. Et ensuite, ben, je passe à travers les 5 piliers, à quoi ça ressemble une bonne préparation à l'IA. Qu'est-ce que vous devriez mettre en place dans le but de vraiment dire que vous êtes prête pour l'IA dans votre environnement et de non simplement acheter des licences d'un produit d'IA et dire je l'utilise puis je suis prête parce que c'est pas tout à fait ça. Et on vous donne des scénarios, genre c'est quoi les risques par rapport à l'utilisation de l'IA si on n'est pas prête. Et ensuite, tout ça se retrouve dans le livre numérique ou électronique qu'on va vous fournir. Et on va toujours répondre à vos questions. Fait, comme Marie a dit, soit via le chat au niveau Teams ou d'attendre à la fin de la session. Donc, pourquoi la préparation à l'IA est importante? Ben, c'est clair que je vais mettre ma main dans le feu là, et dire que facilement 90% de vous utilisez ou vos employés utilisez l'IA déjà. Fait que l'utilisation est déjà en cours, mais il n'y a possiblement pas de visibilité par rapport au TI. Donc, ça peut être un problème. Le plus grand risque, c'est vraiment de l'utiliser d'utiliser ça puis de ne pas avoir d'encadrement. Puis nous, on appelle ça le shadow AI ou le IA fantôme. C'est les employés qui utilisent des outils qu'on n'est pas au courant, puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec les données qui sont entrées dans ces outils-là. Et donc, être prête permet vraiment aux équipes d'avancer plus vite. Évidemment, d'être plus sécuritaire, ça prend une façon que ça soit vraiment consistant. C'est toujours structuré, fait de la même façon. Puis quand c'est bien encadré, ben, ça devient un outil de productivité et au lieu d'être un enjeu de conformité parce qu'on n'est pas capable de contrôler puis on n'a aucune idée qu'est-ce que mes employés font avec ces outils-là. Donc, avec ça, on commence avec la première question. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse pour tout le monde. L'objectif, vraiment, c'est simplement de prendre rapidement le pouls de la salle virtuelle, afin d'ajuster ce que vous devrez peut-être mettre en évidence par la suite. Donc, on vous pose la question par rapport à ça. Comment l'IA est-elle utilisée aujourd'hui chez vous? Donc, est-ce que vous avez des outils qui sont approuvés seulement? Avez-vous un mélange des outils qui sont approuvés et des outils personnels ou gratuits? Est-ce qu'on a établi des outils? Est-ce qu'on a principalement des outils gratuits, des engins conversationnels, extensions de navigateur, applications variées? Ou peut-être vous ne le savez pas, qu'est-ce qui se passe dans votre environnement qui est vraiment correct ici? Comme j'ai dit, on prend juste la température. Là. Mais ça, c'est aussi parce que il y a beaucoup de conversations. Il y a beaucoup de clavardage, non pas clavardage, mais tout le monde parle de IA, right? On en entend à la télévision, on en entend partout. Puis on a toute tendance à penser qu'on est on n'est pas avancé dans nos organisations, mais
de ce qu'on voit, Sergio, puis tu me corrigeras parce que tu es plus en avant des clients, mais on est tous pas mal dans la même phase. Là. Au début, on commence à comprendre un peu plus. C'est sûr qu'il y a des organisations qui sont plus avancées parce qu'ils sont plus gros, puis ont fait des investissements, puis tout ça. Mais Ouais. la plupart des clients qu'on parle présentement, on commence, right? Oui. Une bonne partie de nos clients se trouve à la au dernier point. On ne sait pas avec certitude. Je sais que j'ai des employés qui l'utilisent, mais j'ai pas j'ai pas une visibilité à 100% de ce qui se passe dans mon environnement. C'est vraiment, il y a une bonne pourcentage de nos clients qui veulent avancer, qui ont comme dit OK aux employés de l'utiliser, mais il n'y a pas vraiment de structure en arrière de tout ça, puis il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de surveillance. Et on n'a pas de politique qui détermine quel outil utiliser versus quel genre de données qu'il faut mettre dans ces engins-là. Donc, ça peut être un risque. Il y a aussi la stratégie. On l'utilise comment? Pourquoi? Oui, exact. Pour quelles raisons qu'on veut l'intelligence artificielle C'est dans ça. nos organisations, puis tout ça. Exactement. Donc, Ouais. sentez-vous pas mal là, si vous êtes Non, pas non. avancé. Là, ce qu'on voit, là, c'est tout le monde est pas mal dans la même place. Et Et c'est ouais, les même si débuts. ça fait 2, 3 ans que tout le monde parle de IA, Ah, ben honnêtement, oui. il n'y a personne qui est prêt sur ça. Fait que Puis vous êtes à c'est ça l'aise, aussi, sentez-vous à là, l'aise. on en parle depuis longtemps, mais là, ça Ouais. commence à être, OK, comment qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Oui. Est-ce qu'on va partager, on a partagé les résultats, j'imagine, ou on fait juste... Oui, moi, j'y excuse-moi, là, vois. oui. Oui. Fait que, il y a 10% qui disent qu'ils utilisent des outils approuvés seulement. Mhm. 34%, c'est un mélange d'outils personnels ou gratuits et des outils approuvés. Il y a 32%, principalement des outils gratuits, agents conversationnels, extensions de navigateurs et applications. Et 21% ne savent pas. Ne sont pas Ouais, sûrs, ne savent pas. Fait ouais. que, tu sais, c'est pas mal ce qu'on voit, hein, Sergio, Oui, oui, ouais. exact. Puis, c'est quoi les outils que l'utilisation de IA au travail? Puis ça, c'est des exemples. Ça peut être, il y a une liste assez complexe, mais on a vraiment mis ce que nous, on a vu avec nos clients. C'est vraiment des agents au niveau de la rédaction, les documents, le brainstorming ou le remue-ménage, qu'on dit ça en français. Je peux pas dire D'habitude, c'est brainstorming, moi qui c'est de s'engage l'anglais. dans les mots. Oui. L'utilisation au niveau des notes de réunion, comme je vois ici, là, dans certains, j'ai vu du read.ai qui s'abonne aux réunions et tout, prise de notes, transcription, compte rendu, etc. Ou des assistants au niveau de la rédaction des courriels, des propositions, des documents. Les outils qui aident au niveau de l'analyse des données, peut-être vous avez quelques applications, puis vous avez des logiciels d'IA qui vont rassembler les informations pour vous donner des sommaires ou des résultats que vous voulez avec des feuilles de chiffrier, des feuilles de calcul et tout. Sinon, ben, j'en vois aussi au niveau des extensions de navigateur, les extensions de Chrome et Edge et tout. Euh, mais par contre, ça, si c'est pas contrôlé, si on sait pas quelle extension se fait installer, ben là, on l'a mis entre parenthèses, mais c'est vraiment le point d'entrée en ce moment pour le Shadow AI ou le IA fantôme. Voilà l'importance d'avoir les garde-fous là, pour s'assurer qu'on est capable de contrôler qu'est-ce qui se fait installer automatiquement par les employés ou par automatiquement quand on visite des sites web et tout. Donc, j'avais mentionné au niveau la préparation à l'IA n'est pas pareil que l'adoption IA. Pourquoi? Parce que la préparation, c'est vraiment le contrôle et la structure, la fondation qu'il faudrait mettre en place, qui inclut les politiques, la formation aux employés et les outils qui sont approuvés et les mesures pour faire la surveillance. Versus l'adoption, c'est vraiment est-ce que mes employés sont en train d'utiliser le IA correctement pour que ça soit un bénéfice au niveau de la compagnie, pour que ça soit plus productif pour l'employé, pour le business. C'est vraiment distinct au niveau de la différence entre ces deux-là. On peut vraiment investir beaucoup de temps et de l'argent au niveau de la préparation, mettre tous les outils, de s'assurer que tout fonctionne bien dans mon environnement, être prête pour l'IA. Mais si je n'ai pas formé mes employés, si je n'ai pas expliqué, si je n'ai pas donné vraiment des instructions claires sur comment ça peut
être avantageux utiliser le IA, mais ça se peut que l'adoption au niveau des employés soit très bas. Donc, c'est comme si on a investi pour absolument rien. Ce que je vois aussi chez des clients qui ont investi une structure et après d'un an, ben, ils me disent, en fin de compte, je n'ai pas eu de l'adoption, puis je n'ai pas beaucoup d'employés. J'ai payé pour ces licences-là, puis je n'ai personne qui l'utilise. Puis l'inverse s'applique aussi, qui est vraiment problématique. On peut avoir des employés qui sont vraiment prêts à faire l'adoption, euh, puis vraiment de l'utiliser dans leur quotidien, sauf qu'on n'a pas de contrôle. Fait que quand on n'est pas prêt, on n'a pas de contrôle, ben là, ça devient un risque un petit peu plus élevé parce qu'on n'est pas capable de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, l'objectif vraiment, c'est de permettre une adoption qui est sécuritaire avec des règles définies, qui va vous donner des résultats de productivité sans vous mettre à risque ou mettre votre compagnie à risque. Donc, qu'est-ce que ça signifie quand on dit qu'on est prêt pour l'IA? Ce n'est pas juste le fait de dire que je vais acheter des outils d'IA, puis je vais dire à mes employés utiliser cet outil-là et juste celui-là et ne pas faire ci, ne pas faire ça verbalement. Ça prend vraiment une structure en arrière de tout ça. Il y a beaucoup de points, fait qu'il faudrait vraiment que vous passiez en arrière de tout ça. La préparation des IA, vraiment, ça ne concerne pas uniquement juste la technologie, mais c'est vraiment la stratégie, les personnes, la gouvernance, la supervision qui est continue dans tout ça. Donc, comme j'ai mentionné, au niveau des politiques, puis les balises, les garde-fous là, pour encadrer l'utilisation, la préparation au niveau de votre infrastructure pour la sécurité, les contrôles d'accès, qui a accès à quoi. Moi, je trouve que la formation aux employés est très importante parce que si on... Puis ça s'applique pas juste pour l'IA, mais en fait, ça s'applique pour n'importe quelle application ou outil qu'on met en place. Euh, on ne peut pas avoir une efficacité à 100% si on ne donne pas de l'éducation à nos employés pour dire voici comment vous pouvez l'utiliser et puis prendre avantage. Et ce que je vois aussi, c'est vraiment le deuxième, l'alignement de la direction au niveau de la volonté d'adopter. Je vois souvent des employés qui sont prêts à adopter et utiliser le IA, tandis que la direction ne sont pas vraiment confortables à 100% avec ça, qui devient un risque parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec les employés. Donc, si la direction est vraiment prête à adopter et investir au niveau de la préparation, ben, après ça, on voit la culture au niveau d'expérimentation qui s'en vient. Les employés commencent à travailler d'une façon responsable et ensuite, ben, c'est surveillé par le TI, la gouvernance et, euh, et ainsi de suite. C'est pas comme on dit en anglais, c'est un set and forget. C'est pas quelque chose qu'on met en place, puis ensuite on se lave les mains, puis on dit je suis prête. C'est quelque chose qui est toujours continu, comme toute application, comme toute solution qu'on met en place. Ça prend une surveillance, possiblement des changements, améliorations, et on s'assure que s'il y a des corrections à faire ou s'il y a de la sécurité à mettre en place, mais on les met en place. Christine demande si on donne des formations, on a des partenaires pour donner justement des formations Oui, sur tout ça. oui, oui. On a des partenaires qui fournissent vraiment de la formation basée sur du IA. Oui. Donc, j'ai parlé des piliers. On a 5 à passer à travers. Je fais un survol des 5 sur cette diapo et ensuite, je vais passer plus en détail dans les autres qui suivent. Donc, le premier, ça serait la stratégie, l'alignement. Donc, le feuille de route qui est clair au niveau de l'IA, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme but au niveau de l'IA? Est-ce qu'on a déterminé des cas d'usage au niveau de l'IA qui est approuvé? Les définitions des résultats. Qu'est-ce que je veux avoir comme résultat si j'utilise l'IA dans tel département? Je cherche à améliorer X nombre d'heures de productivité ou je cherche à avoir les livrables au niveau de la documentation. Je cherche à améliorer quelque chose. Il faut définir qu'est-ce qu'on veut et non juste donner un outil et dire aux employés, essayez de trouver façon d'être plus efficace. Ça ne marchera pas. Puis dans le brainstorming, au niveau de la préparation de IA, c'est vraiment d'être prête. Ça signifie d'être guidé par la stratégie d'affaires et non par l'expérimentation ou l'effet de mode. Là. Fait que c'est vraiment d'être prête pour faire, pour faire l'IA. Dans les politiques et les conformités, les lignes directrices d'utilisation qui est acceptable. Donc, avez-vous une politique de IA qui est en place?
Pas nécessaire d'avoir quelque chose de très complexe. C'est vraiment une politique qui définit que euh, qu'est-ce qu'on peut et ou ne peut pas, qu'est-ce qui ne peut pas être saisi dans les outils, c'est quoi les données qu'on est capable de mettre dedans, est-ce qu'on est conforme par rapport à peut-être la loi canadienne au niveau PPDA, est-ce qu'on est conforme au à LPR PDE en français, puis est-ce que peut-être au niveau de la loi 25, ben, pas peut-être, mais au niveau de la loi 25 ici à la province de Québec. Puis la documentation des risques et les plans, c'est important. Et encore une fois, au niveau de la préparation, le brainstorming en arrière de tout ça, gouvernons-nous l'IA d'une façon responsable et conforme. Ici, pour être prête, ben, pour moi, il faut que ça soit utilisé d'une façon sécuritaire, légale, défendable. Parce que, veut pas, si quelque chose arrive au niveau légal, mais il faut avoir une façon d'avoir preuve et un audit et tout en arrière de tout ça. J'avais mentionné que c'était très important au niveau de votre personnel ou la formation, donc formation de vos employés sur c'est quoi les meilleures pratiques, la rédaction sécuritaire au niveau des les promptings, les requêtes qu'on pose. Euh, Aussi les données qui fait partie de la formation que nos partenaires donnent. C'est quoi une hallucination au niveau IA, les informations qu'on reçoit, est-ce que c'est bel et bien des informations valides? Comment voir un peu si comment valider ces informations-là pour s'assurer que c'est bel et bien quelque chose qui est solide comme info. Euh, Ici, au niveau de la préparation, ben, c'est est-ce que nos équipes sont-elles prêtes à utiliser l'IA d'une façon sécuritaire et efficace? Euh, donc, pour moi, ça signifie que les employés sont outillés et non exposés au niveau à l'IA. Donc, la formation est très importante. Évidemment, on ne peut pas fier à 100% sur nos employés. Oui, on peut mettre des politiques, oui, on peut leur dire quoi faire, oui, on peut leur former, mais ça prend quand même une certaine surveillance en arrière de tout ça et les garde-fous qu'on dit. C'est vraiment de s'assurer que au niveau de notre infrastructure en place, les identités, les accès, l'intégration, est-ce qu'on est en train de bloquer au niveau des extensions qui sont non sécurité ou les outils qui ne sont pas approuvés? Euh, et pour la préparation, le brainstorming au niveau de ça, c'est vraiment notre environnement technologique, est-ce qu'elle est prête pour le IA? Fait que, est-ce que j'ai les contrôles? Est-ce que c'est en sécurité? Est-ce que tout est déjà intégré et non utilisé d'une manière ponctuelle ou improvisée? Et le cinquième, c'est vraiment, comme j'ai dit, on ne peut pas juste mettre ça en place et ensuite assumer que tout fonctionne bien pour le reste de la vie de IA. Il faut faire vraiment un changement continuel ou une évolution continuelle, de voir si l'adoption se fait comme il faut avec vos départements, avec vos employés. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que peut-être il faudrait faire des changements au niveau des politiques parce qu'on a remarqué telle affaire? Fait que donc, une révision régulière au niveau des risques, la conformité et les procédures et comment l'outil de IA est utilisé dans votre environnement. Juste avant Oui. d'avancer, Christine demande est-ce que Microage fait la surveillance et est-ce que c'est inclus dans nos services si on est avec Microage? Christine, je recommande de parler avec votre Microage Oui, pour voir quelle oui, sorte de service que vous avez parce qu'il offre différentes sortes de services et oui. voir si tout ça est inclus dans je veux dire, le package là, que vous Oui, avez. il y a plusieurs. Honnêtement, il y a pas une solution qui dit surveillance de votre environnement IA, mais il y a bien des solutions, il y a des outils que les microages peuvent mettre en place pour justement, je vais reculer, justement pour s'assurer qu'on est capable d'encadrer les 5 piliers, surtout au niveau des outils d'infrastructure et la sécurisation. Votre locataire de Microsoft, comme exemple, c'est de mettre en place des politiques de sécurité pour s'assurer qu'on est capable de contrôler tout ça et ensuite faire la surveillance. Et encore une fois, je recommande de parler avec votre Oui, Microage local. oui, c'est ça. Donc, on a une auto-évaluation, quelques points. Il n'y a pas il y a pas de petit pop-up au niveau des questions, mais c'est des points que je vais passer à travers. Prenez votre crayon et commencez à écrire un oui ou non en arrière de tout ça.
Le premier, c'est nous avons des outils d'IA approuvés et une règle claire sur les données qui peuvent être utilisées, oui ou non. Ensuite, nous avons une politique d'utilisation d'acceptable que les équipes peuvent réellement suivre, oui ou non. Les équipes savent comment valider le contenu généré par l'IA avant de partager à l'externe. C'est important, seulement. Puis je vais vous donner un exemple tantôt. Des contrôles d'accès sont en place, genre le single sign-on, SSO, les permissions, la protection des données, le tagging, la classification des données. Tout ça est en place, oui ou non? Nous pouvons surveiller les habitudes d'utilisation et ajuster les garde-fous au fil du temps, oui ou non? Puis juste, je vais faire ça au dernier. Nous avons au moins un ou deux cas d'usage définis avec des responsables et des indicateurs de succès. Ça, c'est important aussi. Puis même s'il y a des réponses de non, ça indique, en fait, si vous avez des non ici, ça indique en fait des occasions pour renforcer la préparation. Si je peux utiliser un exemple au niveau, les équipes savent comment valider le contenu généré par l'IA avant de partager à l'externe. Je vous donne un exemple personnel à nous, à notre location de microage. Nous, on crée, il y a beaucoup de rédaction de documents de travail pour des projets chez nos clients. Puis avant l'IA, ben, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait ces documents-là. Il fallait qu'on fasse des migrations ou un projet. Il fallait qu'on bâtisse tout ce document de travail par quelqu'un. Donc, il y a un temps, un certain temps de préparation pour faire ce document-là. Puis en utilisant des outils de IA, ben, ça a drastiquement réduit le temps de préparation pour ce document. Donc, on est capable d'avoir beaucoup plus de documents ou créer beaucoup plus de documents de travail dans une semaine, mettons. Mais ça reste que le document, une fois que c'est rédigé et prêt à envoyer, ben, ça passe à travers trois mains ou trois entités différentes pour faire la validation, pour s'assurer que, parce que maintenant, on sait qu'il y a une portion qui a été bâtie par la personne, il y a l'autre portion qui a été bâtie par l'IA, mais on veut juste valider que ça a du sens, puis c'est correct en termes d'information là. Fait que ça ne veut pas juste simplement dire le IA va faire ma job et on va l'envoyer tel quel, puis là, je passe au prochain parce que on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec ça. Donc, le modèle de maturité que nous, souvent, on se fie quand on a des discussions avec nos clients, c'est vraiment c'est de 0 à 4. Euh, Soit qu'il n'y a aucune visibilité, l'utilisation qui est non gérée, soit qu'il y a un encadrement de base avec des garde-fous informels. Ça veut dire, genre, il y a une communication possiblement qui a dit, vous pouvez utiliser du IA et peut-être que vous avez dit à vos employés d'utiliser juste le Copilot ou juste le ChatGPT et non d'autres choses. Ensuite, niveau 2, outils approuvés. On a dit tel outil. On a donné un petit peu de formation au niveau des employés. On a des règles claires sur les données. Le niveau 3, on a des cas d'usage encadrés. On a l'audit, la journalisation. On a le contrôle d'accès en place. Et le niveau 4, bien, une fois qu'on met tous les autres niveaux, ça, c'est l'amélioration continue au niveau de l'évolution, puis faire des changements. La plupart des organisations que nous, on parle avec, se situent aujourd'hui entre le niveau 0 et 2. Puis honnêtement, j'y vois souvent dans le niveau 1, au niveau de l'encadrement de base, puis des garde-fous informels. Mais encore une fois, si on n'a pas de politique d'écrit, si on n'a rien vraiment défini, la stratégie n'est pas là, mais il y a quand même certaines choses que vous devriez mettre en place pour évoluer puis d'arriver vers le niveau 4. Donc, on va passer à travers les 5 piliers. Je prends un petit gorgée de café. Désolé. OK, fait que l'objectif, c'est vraiment d'avoir, au niveau de la stratégie d'alignement, c'est vraiment d'avoir des résultats clairs, pas de l'expérimentation au hasard. Vraiment définir les trois résultats visés. Genre, je veux avoir plus de productivité, peut-être que je veux réduire des risques sur certaines choses, peut-être que je vise l'IA pour faire une meilleure expérience à mes clients. Et prioriser les trois premiers cas d'usage vraiment selon l'impact, la faisabilité. Si vous trouvez que les trois, c'est trop, mais commencez avec au moins un.
Comme j'ai utilisé l'exemple d'un document de travail que nous, on a décidé, ben, le use case au niveau de le document de travail, pour moi, ça représente une amélioration au lieu de faire 5 documents de travail dans une semaine, mais je suis capable de faire 7 ou 8 dans une semaine. Fait que c'était ça le but qu'on avait dit. On s'est dit, on va l'utiliser pour qu'on puisse réutiliser la même ressource, mais beaucoup plus efficacement, d'être plus productive, qui donne un résultat de les documents sont livrés plus rapides, qui donne une conversation avec nos clients, le projet est implanté plus rapidement, donc tout devient beaucoup plus facile. Ça, c'est le cas pour un document de travail, ça peut être n'importe quoi en fait, mais c'est ce que je vois souvent au niveau de la productivité. C'est quoi le pourcentage? Je n'ai pas de pourcentage, honnêtement, parce que ça change selon votre entreprise, puis c'est selon les besoins. Je sais que Microsoft donne toujours des chiffres avec des pourcentages. Vous mettez Copilot, puis vous pouvez réduire 25 de votre. Honnêtement, j'ai pas de historique pour dire que oui, ils ont fait des tests, mais honnêtement, je ne sais pas si. J'ai pas d'historique pour donner ces chiffres-là. Mais quand même, ça prend une vision. Je veux mettre le lien en place parce que je veux améliorer certaines choses dans ma compagnie. Quand on fait ça, évidemment, il y a des responsables. Comme j'ai dit, des indicateurs de succès. C'est quoi un succès pour moi? J'en fais 5 déjà. Si j'en fais 7, c'est un succès. Peut-être 6, c'est un succès, mais quelque chose plus que Définir. 5, c'est un succès. Oui, exactement. Ensuite, au niveau des politiques, l'objectif vraiment, c'est d'avancer rapidement avec des garde-fous. Fait que je ne veux pas commencer à mettre des politiques, la conformité, toute la paperasse en arrière de tout ça, puis ça devient très difficile pour utiliser le IA parce qu'il y a trop de règles, puis là, c'est clair qu'il y aura zéro adoption par rapport à vos employés. Il faut que ça soit vraiment simple au niveau des règles, au niveau des données. Fait que c'est quoi les catégories d'informations? Genre, on peut les catégoriser vert, jaune, rouge. Mais ça, souvent, on parle de le tagging ou la catégorisation de vos données. Définir vraiment clairement qu'est-ce qui est interdit en termes d'information, genre des renseignements de clients, l'identifiant, des contrats, je ne sais pas, quelque chose par rapport aux ressources humaines. On donne le droit d'utiliser ces informations-là dans l'outil IA? Euh, et mettre en place toujours une espèce d'escalade si jamais la personne ne sait pas si cette information c'est peut-être douteux. Je ne sais pas si je devrais mettre cette information dans mon application IA. Mais il faudrait mettre une espèce de politique ou un processus au niveau d'escalade. Qu'est-ce que cette personne-là, faut qu'elle fasse approuver peut-être ou peut-être poser la question à quelqu'un d'autre avant d'avancer. Um, et documenter les exigences au niveau de la révision avant d'envoyer le contenu. Comme j'ai dit, nous, dans notre processus de pré-vente et projet, ben, le document est envoyé à plusieurs entités et ensuite, on a un processus de cette personne-là ou ces personnes-là vont passer à travers en premier, faire une réponse pour dire parfait, telle affaire fonctionne bien. La deuxième personne va passer à travers. Puis là, pour nous, c'est acceptable une fois que ça passe à travers les 3 clôtures. Je ne vous dis pas de mettre 3 personnes dans votre cas, c'est peut-être juste une personne. Mais nous, dans notre cas, si je veux être spécifique, j'ai une équipe de prévente, donc une ressource de prévente qui va bâtir le document. J'ai un CIO virtuel parce que le client appartient à lui, va valider que les besoins y ont été écrits correctement dans le document. Ensuite, j'ai une personne de l'équipe de projet qui va valider au niveau technique si c'est faisable, ce qu'on a écrit dans le document. Et ensuite, la personne qui est en charge des équipes qui dit, parfait, on est prêt à présenter au client. Donc, ça, c'est établi toujours et il n'y a jamais un document qui est livré au client avant de passer à travers ces étapes-là. Euh, on continue avec le même pilier. En fait, c'est au niveau de la gouvernance des données pour l'IA. La gouvernance, c'est ce qui permet d'utiliser l'IA de façon sécuritaire, comme j'ai dit, à grande échelle. Donc, j'ai parlé de classification au niveau des données. Donc, qu'est-ce qui est considéré document public, qu'est-ce qui est considéré document interne, confidentiel, restreint. Les classifications, c'est tout un exercice, honnêtement. Fait que oui, les micro-âges sont en mesure de vous aider avec ça, mais il faut vraiment
Si j'utilise l'exemple de Microsoft, il y a des façons de catégoriser vos données pour que ce soit plus facile que le IA réagit responsablement en termes de collecte d'informations, puis ne permet pas à l'utilisateur de télécharger certaines informations qui n'est pas censé. Ensuite, ben, comment on fait le chiffrement ou le stockage de toutes ces informations-là, ou l'anonymisation des informations quand on les met dans le linget de IA. La classification vient toujours avec le contrôle d'accès. Donc, est-ce qu'on a bel et bien, c'était au niveau des permissions puis l'accès à toutes les données et les applications et le locataire de Microsoft comme exemple? Est-ce qu'on a une journalisation des audits qu'on est capable de retracer qui a fait quoi? De la prévention au niveau du partage des données vers l'extérieur. Fait que ça, souvent, quand on fait le classification, ben, en fait, quand on fait le classification, ça prend des contrôles. Fait que les deux viennent ensemble. Ensuite, au niveau de la conformité et auditable, pour être audité, comme j'ai dit, ça prend une certaine façon de voir des traces de qu'est-ce qui s'est produit au niveau IA, puis de s'assurer qu'au niveau des résultats sont vraiment vérifiables, imputables, et que ça respecte les exigences au niveau réglementaire. Puis dans le cas d'usage d'IA encadré, ben, approuvé versus non approuvé, c'est quoi les outils IA que votre entreprise a décidé qui sont acceptables versus les autres qui ne sont pas acceptables? Et ensuite, ben, ça part quand même, si on en revient au niveau des contrôles d'accès, qu'est-ce qu'on a mis en place pour éviter qu'un employé puisse télécharger les outils d'IA qui ne sont pas considérés acceptables dans votre entreprise? Parce qu'on peut dire qu'on ne veut pas qu'on utilise un certain outil, mais si l'utilisateur a le droit de le télécharger, intentionnellement, non intentionnellement, ça risque de se faire installer. C'est ça, je l'ai dit. L'usager, c'est pour sa productivité ou pour faire quelque chose. Il y a des outils d'IA qui sortent à tous les jours. Fait que je pense, la personne ne fait pas ça par méchanceté ou pas pour faire du mal, mais pour Oui, augmenter son travail. oui, Puis c'est ça. Fait que faut mettre ces choses en place pour être sûr que l'outil est sécuritaire. exact. Le prochain pilier, les gens, vos employés, la formation de vos employés, c'est vraiment le but, c'est de réduire les risques par des meilleures habitudes, l'enseignement de bonnes pratiques de la rédaction des requêtes, genre comment anonymiser, généraliser, utiliser des substituts, ça fait toute partie au niveau de la formation qui est offerte. Enseigner les bonnes pratiques au niveau des requêtes. Et tout ça. Établir une règle au niveau du contenu avec une révision humaine avant de tout. Évidemment, comme j'ai donné comme exemple, on ne peut pas se fier sur l'IA uniquement. Ça prend quand même des humains. Et former les équipes sur quoi faire lorsque quelque chose qui est généré par l'IA est potentiellement biaisé ou erroné ou on soupçonne que ces informations ne sont pas correctes. C'est quoi le processus pour faire une escalation ou faire une validation par une autre personne? Le 5, j'ai perdu les numéros. C'est le cinquième ou le quatrième, ça, je pense. Le quatrième, c'est les outils et les contrôles d'accès. Donc, encore une fois, les outils qui sont approuvés, qui réduisent le Shadow AI ou le IA fantôme. Donc, sélectionnez. En fait, faites une évaluation de vos employés, les outils qu'eux autres utilisent, puis peut-être parler avec eux pour dire que c'est quoi les avantages. Peut-être eux autres, souvent, ils ont des résultats, puis ils peuvent peut-être dire, j'ai utilisé telle application, puis ça m'a donné ça comme résultat, puis l'autre va dire, ben, moi, j'ai utilisé le même, ça ne m'a pas donné un bon résultat. Faites l'évaluation au niveau de vos outils. Faites aussi une évaluation du type d'outil pour voir si c'est bel et bien un outil qui est reconnu dans l'industrie, sécurisé et tout. Et choisir vraiment un ou plusieurs outils que vous, euh, vous êtes confortable avec, puis le mettre en place. Activer le SSO, single sign-on, au niveau des rôles, de la permission et tout.
Bloquer, trouver une façon de bloquer, ben, je ne vais pas dire trouver une façon, mais parler à Microage, puis on va vous donner des conseils au niveau bloquer les extensions, au niveau les browsers, les risques, les modules complémentaires qui sont non gérés. Euh, Puis encore une fois, gardez les sensibles dans votre environnement, contrôlé avec des permissions claires, parce qu'on parle souvent de le téléchargement d'informations vers l'extérieur, mais souvent, il y a toujours une problématique au niveau qu'est-ce que mon employé est capable de voir à l'intérieur de mon réseau? Est-ce qu'il est capable de voir les données de la comptabilité? Est-ce qu'il est capable de voir les données au niveau des ressources humaines? Fait qu'il faut vraiment faire une évaluation des permissions que vos employés ont. Parce qu'en ce moment, peut-être que moi, je ne sais pas que j'ai accès au répertoire des ressources humaines parce que je ne regarde jamais dedans. Mais si j'installe Copilot puis j'y pose une question, mais Copilot va le savoir que j'ai accès, puis il va aller possiblement chercher des informations que peut-être que la direction ne veut pas nécessairement que j'aille accès. Ok, Marie-Josée, je pense que Sergio a répondu à ta question pour voir si, tu sais, voir avec le monde qui utilise l'IA déjà à l'intérieur de l'organisation pour voir qu'est-ce qu'ils utilisent, pourquoi ils l'utilisent, comme tu disais, là. Fait que Ouais. la question, la réponse est oui. On a une autre question qui demande, est-ce que l'IA augmente les risques de cyberattaque? Euh, À la base, si on n'a pas de contrôle aux sécurisations, aux permissions, quand on parle de cybersécurité, oui, il y a des risques, ça c'est clair. Il y a des vulnérabilités, il y a des risques par rapport à si vous mettez pas certaines politiques de sécurité dans votre locataire de Microsoft, c'est à la base un problème et un risque au niveau des hackers, ça c'est sûr. Euh, mais quand on fait du IA, bien évidemment, ça l'amplifie parce que là, ça devient des risques à l'interne, puis ensuite, ça n'ouvre pas nécessairement une porte d'entrée pour les hackers. Les hackers ne vont pas rentrer parce qu'on utilise Copilot. Euh, mais c'est plus une question au niveau de conformité, puis les données qu'on donne ailleurs parce que ça risque d'être publié ailleurs. Euh, Fait que la question est comme oui puis non. Il y a un risque si on n'a pas les contrôles, honnêtement. Mais il y a beaucoup de, ça penche beaucoup au niveau IA, ça pense beaucoup au niveau de la gouvernance, puis au niveau de la conformité des données, puis euh, comment vous êtes, la réputation de votre entreprise et tout, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations qui vont être sorties ou envoyées ou communiquées avec vos clients. Puis là, des fois, c'est de l'information qu'on ne veut pas que les autres sachent. L'autre chose, c'est pour ça qu'on parle d'outils approuvés, parce que, comme on disait, Oui, il y a des outils IA qui sortent à tous les jours. Puis il y en a. Fait que, tu sais, est-ce qu'ils ont une bonne réputation? Est-ce que c'est oui. un outil qui prend la sécurité très, très sérieusement? Ces choses-là aussi, là, c'est parce qu'on a vu récemment, là, où il y a des outils qui ont été hackés, des outils IA qui ont été hackés. Fait que là, les données qui sont dedans, ils ont accès. Les Ouais. hackers ont accès. Fait que, Il y a quand même un petit, je ne vais pas l'appeler une porte d'entrée, mais quand on utilise des extensions de browser, de Chrome et tout, là, les outils IA qui font, genre quand on visite un site web, puis cet outil-là va faire une lecture au complète, puis vous donner un sommaire du site web, mais ça fait une collecte de données. Si on installe des extensions qui sont suspects ou ça se fait installer automatiquement sans qu'on le sache, puis qui fait un balayage au niveau du site web, puis là, ça se trouve être un site web que peut-être on a accès au niveau un portail, puis là, on rentre nos données. Oui, ça peut être un risque parce que il faut juste s'assurer que l'outil qui est approuvé par la business soit quelque chose qui est fait d'une façon sécuritaire. Fait que quand on parle de browser et les extensions, ça peut être un risque. Mais le plus gros risque, c'est vraiment si on n'a vraiment pas de contrôle au niveau de la sécurité, puis les permissions, puis les accès à la base au niveau cybersécurité.
Donc, cinquième pilier, c'est vraiment la surveillance et amélioration. Fait qu'une fois qu'on le met en place, on ne peut pas juste le laisser aller. Il faut vraiment avoir une visibilité, il faut mesurer et on continue d'améliorer basé sur les résultats de mes employés ou de mes départements. Il faut vraiment faire des touch points au niveau de mes employés. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Passer des revues au niveau des exceptions. Quoi d'autre? Des points, des places mettre en place des points de contrôle trimestriels au niveau du gouvernance. Fait que, comme j'ai dit, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est possiblement à risque. Si on peut vraiment mesurer le temps gagné là, ou des productivités ou améliorations, comme j'ai mentionné, nous, on est capable de dire qu'on a X nombre de documents de plus produits par semaine par cette personne-là ou par ce département-là. Fait que pour nous, ça représente un gain. Et si on revient aux mêmes choses ou si on implique quatre autres personnes pour avoir un document de plus, mais honnêtement, le temps de ces personnes-là, peut-être que ça ne vaudrait pas la peine d'utiliser ce cas-là pour le IA, puis faut passer à d'autres cas d'usage. Donc, les principaux risques au niveau d'une faible préparation à l'IA, je l'ai mentionné, l'exposition au niveau des données. Fait que, est-ce qu'on prend des courriels de clients puis on le télécharge, les documents internes, des informations confidentielles au niveau financier, peut-être RH. euh, Ça peut être peut-être consulté vers l'extérieur. Euh, Encore une fois, toujours par rapport aux conformités ou non-conformités, si on parle de la loi canadienne ou la loi 25. Il faut juste s'assurer au niveau des hallucinations, comme j'ai dit, mettre en place des garde-fous qui fait une validation, en fait, des informations, les statistiques, tu sais, valider les fausses sources pour s'assurer que tout va bien. Euh, S'assurer au niveau l'adoption ou de ne pas adopter du shadow AI, là, ben, des outils approuvés et qu'on peut plus les voir versus des outils non approuvés. Et les équipes qui utilisent l'IA différemment. Fait que ça, c'est ce qui entame des communications, propositions. Euh, Encore une fois, est-ce que tout le monde l'utilise de la même façon? Euh, Puis je suggère aussi de. Souvent, ce qu'on fait, c'est on est deux, trois personnes en train de faire les mêmes recherches avec des différents outils pour voir si on a les mêmes résultats. C'est une bonne pratique. On est capable de voir c'est quoi que ça sort comme résultat. Euh, Fait que ça, c'est aussi devient une méthode de validation. Donc, voici quelques scénarios. Un employé qui est très serviable, un employé fait une copie-collée d'une chaîne de courriel d'un client qui est dans un outil d'IA qui est gratuit. Ben, il veut répondre correctement au client, fait qu'il télécharge ça vers un outil. Ensuite, il va avoir une belle réponse, il va faire copier-coller dans son courriel. Mais c'est quoi le risque en arrière de tout ça? C'est vraiment la confidentialité. Il y a peut-être une exposition sur conformité. Il y a des renseignements potentiellement sensibles qui sortent de votre contrôle, qui s'en vont stocker ailleurs dans un outil IA qui est gratuit, qui peuvent être utilisés pour d'autres moyens. Donc, il y a quand même un impact au niveau de la sécurité, puis il y a possiblement un impact sur votre réputation si les informations sont envoyées ailleurs. Deuxième scénario, un résultat avec une politique qui a été bâtie avec IA, euh, qui potentiellement avec des affirmations qui étaient inexactes. Donc, le contenu est ensuite partagé à l'interne ou envoyé à un client sans validation. Encore une fois, perte de confiance, mauvaise décision, pas de validation, exposition potentiellement juridique, etc. Donc, une liste de validation simple ou un processus de validation. Il faudrait qu'on mette ça en place pour s'assurer que les informations qui sortent de votre environnement soient correctes à 100%. Et le troisième scénario, Shadow AI, IA Phantom avec des extensions, je l'ai mentionné, euh, une extension qui va faire un cap du contenu des pages ou des courriels pour fournir de l'aide. Et ensuite, ben, peut-être que l'équipe TI ne sont pas
au courant de qu'est-ce qu'il est en train de ramasser comme information, le collecte, puis est-ce que ces informations vont ailleurs, à l'extérieur. Donc, le risque, c'est vraiment au niveau flux de données qui ne sont pas contrôlés du tout. Et ils sont stockés où exactement publiquement? Donc, encore une fois, le contrôle au niveau de vos navigateurs, la liste de blocage, puis des solutions de sécurité, périmètre et tout, qui peuvent empêcher de faire carrément l'installation de ces types d'extensions-là. Donc, en sommaire, les meilleures pratiques vraiment pour bâtir ou pour être prête pour l'IA, c'est vraiment commencer petit. Hein, c'est vraiment commencer avec un ou deux cas, puis tranquillement aller agrandir d'une façon responsable, de ne pas juste décider de le faire, mais faites un projet pilote, avoir une équipe, un responsable, quelqu'un qui est en charge de tout ça. Euh, Définir vos outils, quel outil que vous voulez faire les tests, puis qu'est-ce qui est approuvé pour réduire les risques au niveau des outils qui sont gratuits. Développer les politiques internes, donc ça prend l'utilisation acceptable, qu'est-ce qui est interdit, le chemin d'escalade, toutes les politiques. C'est beaucoup de paperasse, il faut le mettre en place, on n'a pas le choix. Et ça prend du noir et blanc vraiment écrit pour dire voici ce qui est acceptable, voici ce qui n'est pas acceptable. Euh, Très important, la formation des employés. Donc, si on ne forme pas nos employés, ben, il risque d'avoir des prompts non sécures, il n'y a pas de validation, ils ne savent pas comment l'adopter correctement. Donc, il faut vraiment, ils peuvent être votre porte d'entrée au niveau de sortir les informations. Euh, Audit, journalisation, suivi de l'adoption, en fait, c'est vraiment de s'assurer que tout fonctionne bien, l'amélioration continue. Et tout ça va donner le cinquième, là, qui est vraiment favoriser une culture d'expérimentation responsable. Une fois que le monde sont... c'est un peu comme la sensibilisation à la cybersécurité. Quand on fait les tests d'hameçonnage avec de la formation, on a des employés qui sont beaucoup plus confiants quand on reçoit des courriels et ils savent comment détecter peut-être quelque chose qui est pourriel. Là, ils sont plus confiants. Ils peuvent travailler avec confiance. Donc, c'est la même chose avec l'adoption et la formation. Une fois qu'on a cette structure en place, ça va favoriser la culture d'expérimentation d'une façon responsable. Et maintenant, je passe la parole à Maria. Pendant que je fais ma petite présentation, là, est-ce que tu peux lire les questions, Sergio, puis on va revenir pour les répondre, si c'est correct. Donc, comme on avait dit au début, on a quand même un livre électronique, un guide qu'on met à votre disposition. Notre ami en arrière-plan, notre collègue en arrière-plan, Patrick, a mis le lien. Vous pouvez aller le télécharger et ça vous donne un peu ce qu'on a parlé, là, c'est quoi le framework là, pour mettre en place, pour être prête pour l'adoption de l'IA. Celui-là est un peu plus long parce que ce qu'on s'est fait demander dans les 2 derniers webinaires, c'est un exemple de politique pour l'IA et on a mis un exemple, un échantillon pour que vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça a l'air une politique d'usage de IA. Fait que c'est un peu plus long, vous allez voir. Mais c'est ça, fait que on vous encourage d'aller le télécharger et partager le lien avec des personnes dans votre organisation qui pourraient peut-être en bénéficier. Fait que Sergio, Patrick, Ouais, premièrement, est-ce que tu oui. peux mettre le sondage aussi dans le chat? Je vais en parler tantôt. Mais Sergio, si tu veux peut-être répondre aux questions qui sont rentrées. Ouais, la question que j'ai vue en premier, je pense que tu l'as posée, c'est est-ce que vous donnez de la formation, est-ce que Microage donne la formation aux employés? Ouais, Oui. non, Oui. c'est plutôt. Il y a comme 2 Ensuite, est-ce questions. que j'en ai un qui dit est-ce que c'est bon d'enquêter d'abord avec les usagers comment ils utilisent l'IA et qu'est-ce qu'ils font? Oui, c'est clair. Ça prend l'information de nos employés. On ne peut pas juste forcer quelque chose. C'est peut-être à moi de dire à l'autre département comment l'utiliser. Eux autres, ils savent comment ça fonctionne, leur département, fait qu'ils peuvent vous donner des indications, oui.
Est-ce que l'usage IA augmente le risque de cyberattaque? On a parlé un petit peu au niveau de ça. Ouais. Est-ce que si nous demandons seulement d'améliorer un texte ou de donner des idées sur un sujet X à l'IA, que nous ne mettons pas un document, nous mettons seulement notre texte copié-collé, y a-t-il un risque? Est-ce que c'est à 100% sécuritaire? Oui, ça dépend le type de copie-coller qu'on fait parce qu'il y a quand même des codes en arrière de ça. Souvent, j'ai eu du monde qui m'ont dit souvent, j'ouvre Notepad et je fais copie-coller dans Notepad parce que ça le convertit en vraiment texte et ensuite je fais copie-coller dans mon outil. Ça peut être une façon de le faire. Puis ça dépend aussi le contenu du texte, right? S'il Oui, n'y a pas vraiment d'informations confidentielles, sensibles, qui oui, identifiant, oui. c'est correct, mais peut-être le faire comme Sergio Oui, puis suggère. en contexte, si on utilise, exemple, ChatGPT, le gratuit, je vous dirais de faire genre le notepad et d'éviter de faire juste carrément du copy-paste. Mais si on utilise ChatGPT, la version payante, que je sais qu'il y a des données qui sont sécurisées pour vous et ils disent qu'ils ne partagent pas vos données ailleurs, OK, mais c'est ça, ça prend des outils, encore une fois, l'usage, qu'est-ce qui est acceptable, quelle version, gratuit ou pas. Si on utilise quelque chose qui est gratuit, mais ça prend quand même une politique par rapport à ça versus quelque chose on sait qui est approuvé, que c'est payant, puis on sait que les données vont potentiellement être sécurisées parce qu'ils ont une centre de données qui est protégée, qui empêche d'envoyer vos données ailleurs. L'autre question, j'ai pour des employés qui utilisent Cloud Cowork, c'est marqué à ma connaissance, le logiciel fonctionne dans une machine virtuelle sur le PC et doit se faire donner l'accès à certains dossiers. Quels sont les risques sommaires de l'utilisation et risques de fuite de données d'entreprise? Il me semble que le cowork, c'est payant. Fait Oui. qu'il y a quand même une façon sécurité, il y a quand même de la sécurité en arrière de tout ça. Fait que c'est bon, en autant qu'on a quelque chose qui est vraiment. Regardez les politiques Mm. des outils d'IA. Il y a vraiment sur leur site web, vous posez les questions. Il y a vraiment. Non, comment ça s'appelle, mais il y a quand même des politiques d'usage puis des politiques de sécurité qui sont publiées par tout le monde. Et ça va décrire exactement qu'est-ce qu'ils font avec les données ou quel genre de données sont collectées. Ouais. Et j'ai une autre pour la question. Ben, Joël a répondu à OK. Marie-Josée pour la Ah, OK. question. Fait qu'il dit, Parfait. eux autres, ils l'ont fait, puis c'était une bonne chose. Fait que, Oui, ben oui. Oui, oui. OK. Fait que s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre. On a quelques instants encore. Mais avec ça, je voulais juste dire merci de vous avoir joint à nous aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé le webinaire pertinent. Nous vous invitons encore une fois de télécharger le livre électronique et de communiquer avec votre équipe Microage locale pour toute question. Nous allons être de retour le 7 mai pour notre prochain webinaire où nous allons regarder plus en détail un aspect très important de la préparation de l'IA, vos données. Plus précisément la gouvernance et la sécurité des données. On va aller un peu plus loin sur ces deux choses-là. Sergio, c'est quelque chose qui est comme la base et qui prend du temps. Ouais, ben c'est ça, j'ai parlé de le contrôle d'accès, gouvernance et tout, mais vraiment à haut niveau, hein, j'étais dans l'avion en train de le dire. Mais là, on va vraiment, on va atterrir, on va débarquer, puis on va commencer, on va faire étape par étape, qu'est-ce que vous devriez mettre en place. Fait que surveillez vos invitations par courriel ou sur nos plateformes de médias sociaux très bientôt. L'invitation va être disponible là. Et avec ça, si on n'a pas d'autres questions pour l'instant, merci beaucoup, Sergio, pour la présentation d'aujourd'hui. Et merci à vous tous d'avoir pris le temps d'être avec nous. On sait que vous êtes occupés et tout le monde est occupé. Fait que merci beaucoup. Nous vous souhaitons une excellente reste de journée et n'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires. C'est pour ça que j'ai demandé à Patrick de mettre le sondage parce que, comme je vous dis, ça nourrit les sujets de nos webinaires. Fait que merci beaucoup. Et bon après-midi. Merci tout le monde.